sur cette belle place, avec ce beau temps, mais surtout parce que devant moi, j'ai une bourse du travail, l'union locale de la CGT et puis la section du Parti communiste français. 40 ans, c'est 40 ans de combat d'hommes et de femmes, de militantes et de militants, de combat pour la justice sociale, la liberté, la paix, les droits des femmes. C'est toute une histoire qui a contribué au progrès social et démocratique dans notre pays. Il faut souvent se rappeler ce qu'a apporté le combat progressiste dans la construction de notre République. Eh bien, les militants et les militantes de Manosque ont contribué à cela. Donc c'est quelque part une émotion, ces 40 ans. Mais c'est surtout se tourner vers les mobilisations actuelles et futures. Parce que nous avons besoin d'une mobilisation sans précédent dans notre pays. Vous avez entendu le discours de Barroso à Bruxelles, au nom de la Commission. Il a déclaré une véritable guerre sociale, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, à notre pays, une guerre sociale. La liste de ce que réclame la Commission au peuple français, en contrepartie de nous avoir laissé 2 ans de plus pour réduire le déficit à 3%, est énorme. C'est une nouvelle réforme régressive des retraites. C'est la fin des allocations au chômage telles que nous les connaissons aujourd'hui. C'est la généralisation de l'ANI qui nous veut du mal, c'est-à-dire travailler plus pour gagner moins. C'est la baisse des impôts sur les sociétés et l'augmentation généralisée de la TVA. C'est une nouvelle étape dans la mise en concurrence de ce qui nous reste comme service public. C'est enfin la réduction des dépenses publiques, non seulement au niveau de l'État, mais au niveau des collectivités territoriales. C'est enfin la généralisation de la baisse des cotisations patronales. Voilà ce que nous a dit Barroso en début de semaine. La même semaine où à l'Assemblée nationale, mardi, où nous étions tous debout et nous fêtions l'anniversaire du Conseil national de la résistance et du programme du Conseil national de la résistance. Au même moment où nous nous rappelions tout ce que nous avions créé par la résistance et par les luttes, la protection sociale, les services publics, les nationalisations, la même semaine où nous annonce c'est terminé. Il faut que la France renonce à tout cela. Et nous sommes placés sous surveillance. Dans 6 mois, le gouvernement français a rendez-vous avec la Commission pour rendre des comptes. Vous avez avancé? Où elles sont les lois pour démolir les acquis sociaux? Alors moi j'étais plutôt satisfaite, le président de la République était en déplacement, et il a dit mais si on nous prend, c'est la France qui décide. Seulement, le lendemain il était en conférence de presse aux côtés d'Angela Merkel. Et là il a expliqué que nous allions régler, nous, les modalités et les détails, mais que nous allions, bien sûr, respecter les accords passés avec la Commission européenne. Mais pourquoi il a dit ça? Parce qu'en effet, Barroso a parlé à partir des accords qui avaient été passés entre la Commission de Bruxelles et le gouvernement d'Hérault. Donc l'heure est grave. Nous avons besoin, en effet, d'une mobilisation citoyenne de grande ampleur. Nous avons eu le 5 mai, mais le 5 mai ne peut pas rester sans lendemain. Partout en France, il faut tenir des initiatives comme celle-ci aujourd'hui. Puis nous aurons le 8 juin à Marseille, le 9 juin à Paris, la marche des femmes contre l'austérité. Et puis nous aurons donc le 15 juin la marche des acteurs et des actrices de la santé. Et puis le 16 juin, toutes les forces, les retraités et d'autres manifestations. Et le 16 juin, toutes les forces du front de gauche, mais pas simplement les forces du front de gauche. Et je salue nos amis du parti de gauche dont je vois les drapeaux. Nous aurons aussi des écologistes. Et je l'espère, des hommes et des femmes du Parti socialiste qui viendront travailler avec nous
à des assises pour une autre politique en France et en Europe. Oui, c'est urgent de se mobiliser, de se rassembler, comme les syndicalistes l'ont dit, ce besoin de rassemblement, de convergence. Parce que ces politiques d'austérité qu'on nous impose, l'expérience le montre, elles nous mènent au chômage de masse, elles nous mènent à la perte du pouvoir d'achat, et elles nous mènent, comme nous le connaissons aujourd'hui en France, à la récession. Ça a été vrai en Grèce, ça a été vrai en Espagne, ça a été vrai au Portugal, et maintenant c'est vrai en France. Ces politiques, elles ne sont pas simplement inhumaines pour les individus, pour les peuples. Ces politiques sont inefficaces au plan économique, au plan social. Il ne peut pas y avoir de relance par l'austérité. Il ne peut y avoir de relance que par la relance du pouvoir d'achat, de l'emploi stable et bien rémunéré, par de la relance de la consommation. Alors on nous parle toujours du modèle allemand. Mais est-ce que vous avez regardé le dernier numéro d'Envoyé spécial? Il valait le coup. Parce qu'on nous a dit ce qui se passait réellement en Allemagne. Les salaires à 1 € l'heure, le temps partiel massivement imposé aux jeunes salariés, pas de salaire minimum, la précarité, des allocations chômage sous très dures conditions, etc., etc. Et l'exploitation par l'industrie allemande des peuples de l'Europe de l'Est, à qui ils imposent des conditions de travail et des salaires de misère. C'est ça la réalité que veut nous cacher Madame Angela Merkel. C'est ça la réalité que vendent tant le MEDEF et la droite dans notre pays. Et bien de cette réalité, nous n'en voulons pas. Nous sommes solidaires des travailleurs allemands, comme nous sommes solidaires des travailleurs grecs, espagnols, portugais, pour exiger une autre politique en Europe, comme nous l'avions dit en 2016. Oui, l'heure est à la mobilisation, car le gouvernement qui est aujourd'hui en place et sa majorité, au lieu de résister en faisant appel à votre mobilisation, imaginez le président de la République, le Premier ministre, qui demande aux Français et aux Françaises de se lever pour résister à cette Europe de l'austérité, vous répondriez présent. Non. Non. Ils renoncent. Ils abdiquent. Ils abdiquent devant l'Europe. Je viens de le montrer. Ils abdiquent devant le MEDEF. C'est l'ANI. C'est la reculade sur le salaire des patrons, comme sur les 75%. C'est le scandale du refus même de débattre de la loi sur l'amnistie. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont fait un renvoi en commission. C'est-à-dire qu'on n'a même pas pu débattre du contenu de la loi. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas le courage d'en débattre du contenu de la loi. Parce qu'ils ne voulaient pas voir sur quoi portait cette loi. Justement, comme tu l'as si bien dit, sur des hommes et des femmes qui n'ont fait que défendre l'emploi, leur emploi, l'industrie, nos usines. Donc ils n'ont pas eu le courage d'en débattre, ils ont lâché, envoyé ça en commission. Et puis, ils abdiquent devant la droite. Je le disais aux journalistes tout à l'heure, je suis frappée de voir à l'Assemblée nationale une sorte de course à l'échalote entre les députés UMP et les députés socialistes pour savoir qui a le plus vite réduit les dépenses publiques. C'est nous, crie la droite. En 5 ans, nous avons réduit les dépenses publiques de temps. Nous avons supprimé tant de postes de fonctionnaires. Et les ministres du gouvernement socialiste répondent « Mais non, nous aussi on continue à réduire le nombre de fonctionnaires. Nous allons réduire plus les dépenses publiques que vous ne l'avez fait et nous allons aller aux 3% de déficit, alors que vous n'avez pas arrivé à y aller. » Oui, la droite se sent forte face à cette attitude gouvernementale et réclame toujours plus de recul. Et vous avez vu comment la droite s'est mobilisée lorsqu'enfin on votait une loi qui faisait avancer le progrès humain avec la loi sur le mariage pour tous et toutes. Vous avez vu comment cette droite se sent la capacité aujourd'hui de menacer notre République et ses droits. On n'a pas voté pour ça il y a 1 an. On n'a pas voté pour ça. Lorsqu'on s'est rassemblés au premier tour, autour de la candidature de l'Humain d'abord de Jean-Luc Mélenchon, mais y compris les hommes et les femmes qui, dès le premier tour, se sont rassemblés sur la candidature de François Hollande, n'ont pas voté pour ça.
Et lorsque nous avons tous fait le choix de battre Sarkozy en nous rassemblant sur la candidature de l'actuel président de la République, nous ne nous sommes pas mobilisés pour cette politique qu'on nous mène aujourd'hui. On a battu Sarkozy pour faire reculer les politiques libérales en place, pour faire reculer tous les conservatifs. On n'a pas voté pour qu'ensuite on nous demande de ranger nos aspirations au placard, de taire nos exigences, d'oublier notre désir de changement. Alors oui, il faut se mobiliser et il faut créer les conditions d'ouvrir une nouvelle alternative à gauche. Parfois les journalistes me demandent, mais vous êtes dans la majorité ou dans l'opposition? Nous sommes dans l'opposition aux politiques libérales qui sont mises en place. Nous sommes dans l'opposition aux politiques d'austérité qui sont mises en place en France et en Europe. Mais nous sommes de la majorité de gauche qui a chassé Sarkozy. Nous sommes de cette majorité d'hommes et de femmes qui, en France, ont envie d'une véritable politique de gauche. Oui, nous sommes cette majorité. Cette majorité, elle existe. Elle n'existe pas que dans les urnes, elle existe au quotidien, dans les résistances, dans les luttes sociales et démocratiques. Oui, elle est là. Et nous voulons la faire vivre et nous voulons lui donner le pouvoir à cette majorité pour mener en place les politiques qu'elle attend. Et nous le faisons à l'Assemblée nationale. Lorsqu'il s'agit de se mobiliser contre l'ANI et de voter contre, nous sommes présents, les députés du Front de gauche. Lorsqu'il s'agit, comme je l'ai fait, de me battre contre la loi de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui vise à inscrire la recherche dans une logique, je dirais, d'instrumentalisation de la recherche au service de la finance, eh bien nous nous battons et nous votons contre. Mais lorsqu'il s'agit de proposer, comme je le fais, et je vais le faire lundi au deuxième passage de la loi École, avec des amendements que je vais défendre pour améliorer cette loi, nous construisons. Et lorsque nous proposons une loi pour l'amnistie, lorsque nous proposons une loi contre les licenciements boursiers, lorsque je dépose des lois pour l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, ou contre toutes les violences faites aux femmes, nous construisons. Nous nous mettons à la disposition de la gauche. Et nous demandons que la majorité socialiste entende ces propositions, parce que ces propositions, elles reflètent les exigences des hommes et des femmes. Alors des fois, les journalistes nous disent, mais vous êtes en fait la mauvaise conscience de la gauche au pouvoir, mais moi je ne fais pas de la morale. Je ne suis pas là pour être la mauvaise conscience. Je suis là pour créer les conditions d'une véritable politique de gauche. Je suis là pour agir et pour faire en sorte que les choses bougent. Alors je crois qu'il faut bien que nous mesurions l'apport du Front de gauche. Parce que imaginez, chers amis, imaginez qu'aujourd'hui, ce front n'existe pas. Et qu'en fin de compte, le discours unique qui serait porté dans la vie politique auprès de nos concitoyens et de nos concitoyennes, ça soit un discours de renoncement, de contrainte, de rigueur. Vous savez, le mot que j'ai le plus entendu depuis 1 an à l'Assemblée nationale, c'est contrainte. Alors les ministres arrivent et disent, nous avons un budget contraint. Vous comprenez bien les contraintes. Avec les contraintes qui pèsent sur nous, on ne peut pas. Eh bien, j'ai envie de dire que le Front de gauche, c'est les hommes et les femmes, ce sont les hommes et les femmes qui disent ces contraintes, c'est le grand patronat, c'est la droite qui les impose, et ces contraintes, nous allons les faire sauter. Nous allons les faire sauter pour que nos aspirations soient satisfaites. Notre rôle est un rôle, je mesure mes mots, historique. Soit en Europe, partout se lèvent des mouvements tels que le Front de gauche. Et alors, nous avons l'espoir de faire sauter ces politiques d'austérité. Soit le silence s'installe, et alors c'est la récession qui s'installe en Europe. Et moi j'ai confiance parce que un journaliste tout à l'heure, le journaliste de la Provence, me disait mais comment faire? Et je lui rappelais ce que nous avons fait en 2005. Vous vous rappelez en 2005, au moment où le président Chirac décide du référendum, les premiers sondages donnent un oui triomphant. Et tous les matins, on se levait et on entendait messieurs Apathy, Duhamel et les autres nous expliquer que c'était une évidence, qu'il n'y avait pas de plan B, que ceux qui prenaient le non étaient des archaïques, n'avaient rien compris,
D'abord, comment ils ne savaient pas lire, ils ne pouvaient pas comprendre un traité. Et puis, il y a eu un formidable mouvement d'éducation populaire. Nous avons fait des milliers de rencontres, nous avons décortiqué le projet du traité, nous avons travaillé sur Internet, nous avons tenu aussi de grands meetings. Et puis petit à petit, l'intelligence de notre peuple a permis que malgré une pression énorme, la majorité des partis appelaient à voter oui. Pression énorme, bien le peuple a gagné. Et ce que nous avons fait en 2005, nous ne serions pas capables de le faire aujourd'hui. Eh bien, moi, je pense que nous sommes capables de le faire aujourd'hui, et on va le faire. Et qu'on ne nous dise pas, parce que c'est leur argument premier, qu'on ne nous fasse pas le coup de la dette, du déficit, et de « il n'y a pas d'argent ». Vous avez vu le tour passe-passe qu'ils nous ont fait? La crise de 2008, c'est une crise, comme ça a été dit, c'est une crise du système capitaliste. C'est une crise de la bourse, de la bulle spéculative. Et puis petit à petit, là, à ce moment-là, on nous a fait des discours extraordinaires. Je rappelais Sarkozy, on allait mater la finance, on allait voir ce qu'on allait voir. On nous reparle encore aujourd'hui des paradis fiscaux, et ça revient comme ça de temps en temps. On va voir ce qu'on va voir. Et puis on a oublié tout cela. Et maintenant, c'est plus une crise de la spéculation, c'est une crise de la dette. Mais la dette, moi, on demande, c'est dans le programme Humain d'abord, un audit de la dette. Parce que la dette, elle peut être aussi constructive, elle peut être aussi source d'investissement. Quand une collectivité emprunte pour construire une école maternelle, c'est positif. Et puis la dette, on peut la résoudre aussi assez facilement. Si ce n'était plus les banques privées qui payent aux États, qui prêtent aux États ou aux collectivités, si c'était un pôle financier public qui, en lien avec la BCE, à qui on donnerait un nouveau rôle, la Banque Centrale Européenne, prêtait aux États pour développer l'investissement, prêtait aux entreprises pour innover, pour chercher, pour énumérer, pour qualifier les personnels, au lieu qu'on leur verse de l'argent sans jamais leur donner de contrepartie. Sarkozy leur a versé des millions avec le crédit impôt recherche, on ne sait pas ce qui est devenu. Et le nouveau gouvernement leur donne 20 milliards avec le crédit impôt, sans aucune condition sur la recherche, l'innovation, l'emploi, la qualification, la rémunération des salariés. Eh bien, si au contraire, on prêtait aux entreprises avec des conditions pour développer l'emploi industriel, pour développer le savoir-faire français, parce que le savoir-faire français, il existe. Je disais aux médias, j'ai une étude de 2010 qui a été faite aux États-Unis. Qu'est-ce qu'elle dit, cette étude? Elle dit que la France, au taux de productivité horaire, est au 6e rang mondial, devant l'Allemagne. Donc les salariés français, ils ont du savoir-faire, ils savent produire. Encore faut-il qu'il y ait des entreprises. Encore faut-il que ces entreprises soient tournées vers la production et pas vers la spéculation. 47 milliards d'euros versés en dividendes. 47 milliards d'euros versés en dividendes. 42 milliards de niches fiscales. 30 milliards d'exonérations de cotisations sociales. 36 milliards de fraude fiscale. Vous voulez que je continue l'addition? Qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas d'argent. Ce qu'il y a, il faut avoir le courage d'aller chercher par une grande réforme de la fiscalité sur les entreprises comme sur le revenu. Une fiscalité sur les entreprises qui tienne compte du comportement des entreprises, justement, pour l'emploi et pour la production durable. Mais pour ça, il ne faut pas trembler. Il ne faut pas trembler dès que le MEDEF fait des gros yeux. Il ne faut pas trembler dès que la droite fait de la surenchère. Il faut faire appel à notre peuple pour se donner les rapports de force nécessaires pour que le gouvernement puisse prendre les mesures qui nous permettent de sortir de la crise. Oui, le temps de la mobilisation est venu. Et vous savez, moi je croise beaucoup de gens qui aujourd'hui sont mal dans leur tête, mal dans leur être. Ils sont mal parce qu'ils ont beaucoup de difficultés pour vivre. Et puis ils sont mal parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'espoir pour eux-mêmes, pour leurs gosses, pour leurs proches, pour leurs amis. Eh bien, ouvrons cet espoir. Ouvrons cet espoir en faisant des propositions qui démontrent le contraire. Et je pense que vous verrez, nous aurons une mobilisation qui sera de plus en plus importante, de plus en plus large.
Et j'ai envie de conjuguer un peu ces propositions autour des valeurs de notre République. Liberté, égalité, fraternité. Liberté. La 6e République. En ce moment, il nous prépare l'acte 3 de la décentralisation. Hein, tu as suivi. Et puis les métropoles qui vont être hyper centralisées. Là, ils veulent passer en force à Marseille pour faire une métropole, là, hyper centralisée. Alors qu'au contraire, la modernité, c'est l'élargissement du pouvoir citoyen. Aujourd'hui, les hommes et les femmes sont de plus en plus cultivés. Ils ont accès très rapidement aux informations, aux connaissances. Ils sont capables. Vous êtes tous et toutes ici capables d'être les acteurs, les décideurs des décisions qui concernent votre vie, votre pays. Donc il faut une 6e République, avec le droit de vote aux résidents étrangers qu'on ne va pas encore repousser après les prochaines élections, avec des droits nouveaux pour les salariés. Il faut qu'ils puissent exercer leurs droits, y compris dans la gestion des entreprises. Parce que s'ils étaient dans la gestion des entreprises, ou s'ils pouvaient vraiment décider des orientations à l'hôpital, ils feraient d'autres choix. L'égalité, avec une égalité des salaires entre les hommes et les femmes. Une école qui assure la réussite de chacun et chacune. L'allocation d'autonomie pour que chaque jeune puisse aller le plus loin possible dans des études. Des grands services publics, une réforme de la fiscalité, j'en ai parlé, la fraternité. Pourquoi ils veulent absolument mettre sur critère de ressources les allocations familiales? Alors je sais bien qu'il y en a qui vont me dire, c'est bien, on va faire payer les riches. Mais attention, la protection sociale, chacun cotise, chacun reçoit. Si on commence par les allocations familiales, demain on nous expliquera que pour la santé, c'est pareil. Pourquoi on rembourserait de la même façon le même médicament alors que les familles n'ont pas les mêmes revenus? On va peut-être faire aussi des différences. Et puis on pourrait peut-être passer à l'étape d'après. On pourrait dire qu'il y a toute une partie de la population qui n'a plus besoin d'être remboursée, qui n'a plus besoin de toucher les allocations familiales. Alors on va dire d'abord c'est à partir de 5 000 €. Alors on va dire 5 000 €, c'est déjà beaucoup. C'est vrai quand même. On peut leur enlever les allocations familiales. Mais après on peut dire 4 000 €. Et s'il y aura encore plus d'austérité, puis on nous expliquera tout de suite 3 000 €, vous n'avez pas besoin des allocations familiales. Et puis on nous expliquera que ce n'est pas la peine qu'on verse les allocations familiales, puisque les femmes peuvent aussi rester au foyer et élever leur monde. Pourquoi les femmes iraient travailler? Oui, mais attention, ne vous laissez pas piéger sur les allocations familiales. Il faut défendre le principe de l'universalisme des prestations sociales. Il faut défendre le principe de l'universalisme des prestations sociales. Fraternité aussi au niveau des retraites. Ils sont repartis, ça y est. Ils sont repartis. Ils vont nous ressortir les mêmes arguments. Vous vivez plus longtemps. Vous vivez plus longtemps parce que vous avez gagné les congés payés. Vous vivez plus longtemps parce qu'il y a la sécurité sociale, parce qu'il y a l'hôpital public. Oui, parce qu'il y a tout cela. Donc vous avez gagné le droit de vivre plus longtemps. Donc le droit à la retraite, le droit de vivre sa retraite et d'être utile dans sa retraite, à travers la multiplication des engagements des hommes et des femmes qui sont en retraite. Eh bien, il va falloir se battre avec autant de force qu'on s'est battu sous la Sarkozy, pour qu'ils ne remettent pas en cause sous les Hollande notre système de retraite. Je vais terminer. Oui, le temps est à la mobilisation. Et je le dis, ouvrons grand les portes du front de gauche. Le Parti communiste, le Parti de gauche, la gauche unitaire et les autres organisations qui nous ont rejoints. Mais on ne va pas mettre de frontières. Ouvrons grand le front de gauche à tous ceux et celles qui, progressistes, ont envie que les choses bougent réellement. Tendons les bras à nos amis socialistes, à nos amis écologistes, qui eux aussi souffrent de ces politiques et ont envie de faire quelque chose pour que ça change. Donc je vous le dis,
Faisons que la section que nous avons réinaugurée 40 ans après soit un espace de rencontre, de débat et de dialogue de tous les hommes et les femmes qui, à gauche, veulent que ça change, et veulent que ça change, comme disait quelqu'un, je ne me rappelle plus bien qui, maintenant. Merci, merci. On peut l'applaudir fortement, Marie-Georges Dupré. Merci beaucoup. Ah,